la mobilité avec des applications mobiles. Ça a été aussi l'intégration, l'intégration des immobilisations qui était un module externe que nous avons réintégré. Voilà. Aujourd'hui, on est sur une offre qui est extrêmement mature, qui sait faire de la compta, qui sait faire de la finance, qui sait faire des achats, qui sait faire beaucoup de choses. Et je vais le décrire après. Mais surtout, une offre qui évolue constamment et qui va continuer à évoluer. Là, sur la droite, vous avez la version 8, mais évidemment, aujourd'hui, je vais vous parler de la version 9. Et on parle déjà, nous, ici, des versions suivantes. Et on travaille déjà sur les nouvelles fonctions des futures versions qui vont arriver en 2021-2022. Donc, si on reprend maintenant, parce que peut-être que parmi vous, il y a des utilisateurs et puis des personnes qui ne sont pas utilisateurs, il me semblait intéressant de vous présenter l'ensemble de l'offre FRP 1000, tous les modules qui contiennent cette offre FRP 1000. Alors, FRP 1000, sa définition, son acronyme, le F de FRP, c'est pour finance. Donc, on est un outil qui se positionne comme une solution financière, donc c'est-à-dire plutôt un back-office, c'est-à-dire qu'on vient plutôt derrière des ERP. On ne se considère pas comme étant vraiment un ERP pure player comme on peut l'avoir chez nous. On est plutôt, nous, sur le back-office, donc sur des approches plutôt financières. Et donc, on a une offre qui est découpée en plusieurs blocs. On a un bloc comptable, on a un bloc processus opérationnel et un bloc flux financier. Et à l'intérieur de chacun de ces blocs, eh bien, il y a des modules. Et les clients que vous êtes ou les peut-être futurs clients vont choisir les modules qui les intéressent. Et on va assembler tous ces modules sur une plateforme technique, sur une base de données unique, et donc faire cohabiter tous ces métiers en multisociété. Donc, si on revient sur la partie comptable, évidemment, le cœur de notre métier, puisqu'on s'adresse aux directions financières, c'est la comptabilité, avec tout ce qu'il y a dedans. C'est la compta générale, la compta auxiliaire, la compta analytique, la compta budgétaire. Mais c'est aussi les IMO. La demande est aussi assez courante de coupler les IMO avec la comptabilité. Et le tout, évidemment, sur une seule base de données. Ça a du sens de gérer ces factures d'achat dans la compta et de créer automatiquement ces IMO. Un module d'IMO qui va donc gérer les biens comptables, mais qui, depuis quelques versions, gère aussi des biens physiques, donc la capacité de faire des inventaires physiques en utilisant des outils de lecteur code-barre, par exemple, pour faire des inventaires physiques et réconcilier avec la comptabilité. Et c'est aussi un outil qui va gérer les subventions, par exemple, ou qui va gérer les locations, les échéanciers de location. C'est aussi un outil qui va permettre de gérer ça. Nous avons aussi un module note de frais et un module état comptable et fiscaux qui permet de sortir la plaquette fiscale. Sur processus opérationnel, alors là, on est plus sur des aspects, on va dire, métiers, bien que la solution se définisse comme une solution back-office finance. Elle a tous les éléments pour gérer un flux d'achat, elle a tous les éléments pour gérer un flux de vente et pour gérer des stocks. Donc, il ne faut pas non plus négliger cette partie-là. Cette partie qu'on appelle processus opérationnel s'appelle dans d'autres outils, s'appelle parfois gestion commerciale. Nous, on l'appelait processus opérationnel, mais c'est bien en fait une gestion commerciale avec la chaîne d'achat depuis les budgets, le contrôle de gestion des demandes d'achat jusqu'à la facture d'achat. Et pour les ventes, le cheminement, devis, commande, livraison chez les clients, facturation, contrat d'abonnement de vente, réservation de stock sur les commandes et des versements de ces factures de vente dans la comptabilité. Idem pour les stocks, il y a un module de stock évidemment qui est couplé, qui est entre ses achats et ses ventes, avec du multidépôt, avec la gestion d'inventaire, avec des contrôles de stock, du contrôle qualité, du réappro. Tous ces éléments-là sont aussi présents dans ce processus-là. Et enfin, flux financier, où là, on va se préoccuper de ce qu'on appelle la gestion du cash à travers des modules de trésorerie. Et donc, pour faire du budget de trésorerie, par exemple, pour avoir des prévisions budgétaires, eh bien, on va s'appuyer sur ce module-là, des prévisions de trésorerie. Ce module-là, flux financier, va aussi être un outil pour communiquer avec les banques. Alors, ça, c'est peut-être pas encore sur des normes aujourd'hui au Sénégal ou à Abidjan, mais on voit quand même beaucoup d'entreprises maintenant, que ce soit au Sénégal ou à Abidjan, aller auprès de leurs banques, leur demander de leur fournir des relevés. Et donc, cet outil-là, le banque paiement et communication bancaire, va être un outil qui va s'intégrer et qui va être capable d'aller chercher sur les serveurs bancaires. Si vous avez des banques qui sont disposées à vous offrir ce service, eh bien, nous, on va récupérer les identifiants, on va aller chercher les relevés et les intégrer directement dans la comptabilité ou dans la trésor pour avoir un suivi au jour le jour de vos prévisions et de vos soldes bancaires. Donc voilà tous les métiers qui sont aujourd'hui présents dans FRP 1000. Vous êtes peut-être client d'un de ces modules ou de plusieurs de ces modules. En tout cas, vous avez ici la possibilité d'enrichir aujourd'hui votre solution, de venir chercher les achats, par exemple, ou de venir chercher les IMO. Et évidemment, on attendra ça sur la plateforme actuelle. Il y a
c'est une plateforme unique, hein, c'est une seule base de données, multi-société, multilangue. Et donc, il y aura une interopérabilité, c'est le terme qu'on retient, complète entre les modules que vous déciderez de déployer dans la solution. Et tout en bas, vous voyez le Sage BI Reporting. Alors, c'est important, on y revient en fin de présentation. Évidemment, c'est un outil qui est transverse et qui va nous permettre de produire des dashboards sur l'ensemble des métiers. Dernier point de cette plateforme, c'est l'aspect technique. Évidemment, l'aspect technique est très important. Les demandes sont fortes de customisation, d'adaptation, surtout sur les parties métiers. Donc, on a tous les outils dans FRP 1000 pour faire du développement si c'est nécessaire, pour faire de la customisation si c'est nécessaire, pour faire des audits, pour avoir la traçabilité des informations, pour utiliser des web services, pour s'interfacer avec d'autres applications. Parce que comme je vous l'ai dit, nous sommes un back-office, donc il est pour nous, dans notre ADN, dans l'ADN d'FRP 1000, de venir s'interfacer avec des outils métiers. Dans le milieu de l'hôtellerie, dans le milieu des télécommunications, dans tous les milieux du retail, par exemple, on ne va pas venir sur le métier, sur le retail, par exemple. Par contre, on a beaucoup de clients dans le retail et on va venir, nous, avec une solution back-office. Et donc, on va s'interfacer pour récupérer les caisses, par exemple, avec nos outils. Donc, on va récupérer toute la facturation du retail et la stocker en back-office et la gérer dans nos outils de back-office. Donc, vraiment, une plateforme complète sur le parti métier, mais aussi sur les parties techniques pour s'inscrire dans votre système d'information. Alors, j'ai présenté tout à l'heure l'évolution de Sage FRP 1000 sur plusieurs années. Évidemment, il y a parmi vous des clients et parfois peut-être vous avez l'impression que d'une version à l'autre, il n'y a pas forcément beaucoup de nouveautés. Donc, ça me paraissait important de vous montrer cette slide. Évidemment, je ne vais pas la détailler point par point, ça serait interminable, on va dire, et puis tout le monde ne serait pas forcément intéressé. Néanmoins, je ferai parvenir ce document et Osiris et Nafor le feront parvenir. Ça me paraissait quand même intéressant de vous rappeler quand même qu'on a un rythme de mise à jour qui est assez fort et qui amène à chaque fois quand même des nouveautés sur tous les métiers. Comme on l'a vu, il y a beaucoup de choses dans FRP 1000, il y a la compta, les achats, les ventes, les stocks, la communication bancaire, la trésor, les IMO. Et donc, forcément, d'une version à l'autre, il y a peut-être des choses qui ne bougent pas et puis il y a des choses qui bougent. Donc, ce slide-là, il est intéressant. Il montre déjà la régularité de cette nouveauté, puisque c'est pratiquement tous les 2 ans maximum. Hein, je dirais plutôt tous les 1 an et demi, on va dire. Il y a des nouveautés. Vous voyez, vous, peut-être ici, la version dans laquelle vous êtes. Et vous voyez donc de ce fait, version par version, le gap et les avancées fonctionnelles pour chacun des modules, pour chacun des services qui utilisent la solution. Vous découvrez les avancées fonctionnelles qui sont, comme je l'ai dit, sur tous les sujets. Hein. Avec à chaque fois un focus. Parfois, c'est un plus de fonctions nouvelles sur les IMO. Parfois, c'est plus de fonctions nouvelles sur la techno. Parfois, c'est plus de fonctions nouvelles sur la trésor. Parfois, c'est plus de fonctions nouvelles sur le reporting. Voilà. On est très large. Il y a un spectre très large sur FRP 1000. Donc, il y a effectivement une répartition des nouveautés qui est faite d'une version à l'autre. Et évidemment, ce document vous sera transmis de manière à ce que vous puissiez essayer l'éduquer dans le détail et trouver des motivations, évidemment, des envies, des bénéfices à passer sur les versions suivantes en fonction de ce que vous voyez à l'écran. Autre sujet que je voulais aborder concernant l'écosystème des FRP 1000, ce que j'appelle l'écosystème. Alors, je reviens un petit peu là sur des éléments du passé. Et c'était juste avant le premier confinement pour nous en France. Hein, vous voyez la date en bas du 12 mars. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé le 12 mars 2020? Il s'est passé un événement au Parc des Princes. Peut-être que vous connaissez le Parc des Princes. Hein, je pense que vous connaissez. Et nous avons donc lancé à cette date-là, le 12 mars, le premier club utilisateur client FRP 1000. En présentiel, à l'époque, on était encore dans la capacité de faire cet événement. C'était juste avant le confinement, comme je l'ai dit, quelques jours avant. Le confinement a eu lieu 3 jours après. Et donc, on a réuni tous nos clients sur le Parc des Princes, qui est un endroit prestigieux. Et donc, pour lancer ce club utilisateur, donc un club utilisateur, c'est quoi? Bien, c'est vous, clients, qui décidez de se réunir et de partager avec d'autres clients votre utilisation des FRP 1000. Et ça a été une journée d'échange. Nous avons nommé un bureau. Un président de ce club utilisateur qui est le directeur financier de l'hôtel Ritz à Paris. Et nous avons pu donc être au plus près des clients pour
capter leurs besoins, capter leurs envies, les entendre sur qu'est-ce qui ne va pas aussi, hein, parce que voilà, il y a des choses qui vont peut-être pas assez vite. Et donc, c'était l'occasion donc de lancer ce premier club utilisateur en mars. Il y en a eu un deuxième, peut-être que vous avez participé au deuxième, qui a eu lieu cette fois-ci à distance en décembre 2020, dans des conditions techniques un peu plus compliquées, puisqu'effectivement, il s'est fait en distanciel. Il a réuni beaucoup de clients. J'ai plus le nombre de connectés, hein, mais je crois qu'il y avait plus de 200 participants à ce club utilisateur où il y a eu des échanges entre vous et nos chefs de produits et faire vos remontées. Et où nous avons présenté les objectifs, la roadmap, c'est ce qu'on appelle comme ça, le terme technique, c'est les avancées que nous allons implémenter dans la solution dans les mois à venir. Donc ça, c'était un moment fort d'FRP 1000. Il y a parfois des questionnements sur l'avenir d'FRP 1000. On n'a aucun doute en ce qui nous concerne, et nos clients, en tout cas ceux qui étaient présents non plus. FRP 1000, c'est une solution mature qui continue à évoluer et qui continuera à évoluer. Aujourd'hui, c'est chez Sedge la solution la plus vendue, on va dire, sur l'offre MGE, hein, sur les grands comptes. C'est la solution qui a le plus de clients chez Sedge sur cette partie-là. Donc, il y a évidemment de fortes attentes et de belles nouveautés encore à venir dans les années qui viennent. Notamment, lors de ce club utilisateur, nous avons mis en avant un outil qui s'appelle le Sedge Customer Voice, qui se traduit par une petite icône ici, une petite ampoule qui se rajoute dans les menus de la solution. Alors, il faut être dans la version, évidemment, dans la version 9, dans la version 8, je crois que ça a commencé en version 8. À quoi sert cette petite icône? Eh bien, elle sert à vous, aux clients, aux utilisateurs de FRP 1000, à nous faire part de vos besoins et de vos demandes d'évolution sur la solution. Voilà, c'est ça. Cette petite ampoule, cette petite icône vous amène sur un lien. Le lien, il est ici, hein, HTTPS ici. Il vous amène donc sur un site sur lequel vous allez pouvoir écrire, renseigner un post, une demande avec le descriptif de ce que vous attendez que nous développions dans FRP 1000 dans les prochaines versions. Et derrière, eh bien, tous les clients peuvent participer et tous les clients peuvent voter aussi. C'est-à-dire que les demandes qui sont faites par ce biais sont soumises au vote des utilisateurs et Sedge s'engage à développer la fonction qui sera la plus plébiscitée. Voilà. Donc ça, c'était une évolution qui a été lancée un petit peu avant le club utilisateur, mais qui va dans le même sens, qui est effectivement de vous donner la parole, de vous permettre de vous exprimer et évidemment prendre en compte vos demandes. Hein. Ce n'est pas le tout de vous écouter, il faut encore que ça se traduise par des actions. Et là, l'action, c'est de s'engager à réaliser la demande d'évolution qui sera top 1, on va dire, des demandes. Et c'est ce que nous avons fait, puisque dans la version 9 que je vous présentais, nous avons mis en application nos promesses et nous avons développé la fonction qui a été plébiscitée la plus dans la solution. Alors, autre sujet vraiment d'actualité sur ces derniers mois, alors je ne vais pas non plus en faire trop, mais évidemment, le cloud, hein, ça a été évoqué par Cyril, cette année particulière a amené beaucoup d'entreprises à revoir leur façon de travailler et à se demander si elles avaient les bons outils pour travailler dans ce contexte particulier. Ici, vous avez quelques bulles qui traduisent les avantages effectivement des solutions cloud et c'est pour ça que je voulais l'indiquer ici. La solution FRP 1000 que vous connaissez, elle fonctionne aujourd'hui en mode, on va dire, en mode réseau privé, mais elle est complètement compatible avec une évolution en cloud. Et ce n'est pas un changement de version, c'est simplement un changement de technologie, un changement de technique qui est complètement transparent pour les utilisateurs, mais qui a quand même des avantages sur les coûts, qui a un avantage sur la continuité du travail, qui va vous permettre de vous concentrer sur votre métier et ne plus avoir à traiter des problématiques informatiques de mise à jour de serveurs, de mise à jour d'OS, de mise à jour, enfin voilà, tous ces aspects-là. Eh bien, le cloud nous amène de la fluidité, nous amène de la facilité. Et sachez en tout cas que FRP 1000 est complètement compatible. Ça fait partie de ce qu'on appelle des produits hybrides chez Sedge qui sont à la fois cloud pour ceux qui le veulent et à la fois pas cloud si les clients continuent à vouloir utiliser la solution en mode réseau d'entreprise. Voilà pour cette actualité de Sedge FRP 1000. On va maintenant passer
à la présentation de Sage FRP 1000. Je vous signale que nous ferons évidemment une petite session de questions-réponses à la fin de la présentation. Et de manière, si vous avez des questions qui vous viennent, eh bien, mettez-les de côté. On y répondra à la fin de cette présentation. Donc, concentrons-nous maintenant sur la version 9, Sage FRP 1000 version 9, pour voir quelles sont les nouveautés. Première nouveauté, c'est celle-ci. L'offre FRP 1000 s'enrichit d'une offre qui s'appelle la module, qui s'appelle Sage Helloficache, enfin d'une offre plutôt, qui s'appelle Sage Helloficache. Alors, Sage Helloficache va traiter la problématique du recouvrement. C'est une problématique qui était assez peu adressée par Sage FRP 1000. Alors, bien sûr, dans la compta, il y avait effectivement des outils pour faire de la relance, mais nous avions un manque fonctionnel. Et nous avons donc décidé d'enrichir la proposition et l'offre Sage FRP 1000 avec cette nouvelle application qui s'appelle Sage Helloficache. Sage Helloficache et qui est en fait un CRM financier. Et donc, cette solution va venir traiter toutes les problématiques du recouvrement, c'est-à-dire proposer des outils comme une CRM à l'adresse du service de recouvrement et donc permettre de faire des workflows de relance, permettre en fait des campagnes de relance, permettre d'historiser toutes les actions qui existent autour de la problématique de la relance dans une société. Et donc, on va avoir ce module-là qui va venir en complément de Sage FRP 1000 pour enrichir l'existant, c'est-à-dire aller beaucoup plus loin que faire des relances avec ce module de recouvrement qui s'appelle Sage Helloficache. Alors, sur la partie droite, vous avez des termes, peut-être que vous ne connaissez pas ces enseignes, mais cet outil-là, c'est un outil évidemment qui va, à part des connecteurs et avec des web services, venir travailler avec ces éditeurs du marché, ces partenaires, qui sont des spécialistes du métier du recouvrement, de l'assurance crédit ou de l'information financière. Dans la dernière partie, ce sont ce qu'on appelle des éditiques, des partenaires qui font de l'éditique et qui sont donc capables, par exemple, d'acheminer par SMS, par exemple, une relance à un client, qui sont capables, avec un envoi d'SMS, d'acheminer à un client un lien pour effectuer un paiement. Hein, ce sont les partenaires éditiques, ou qui sont capables de sous-traiter la gestion des relances, en faisant, par exemple, la mise sous pli. À vous de faire les actions, de faire les courriers et à eux de mettre sous pli. Voilà, alors évidemment, ce sont des partenaires qui sont localisés en France. Je ne suis pas persuadé que tous ont la capacité évidemment de déployer sur le Sénégal et sur Abidjan pour ces partenaires éditiques, hein, mais certains sont Spotit et Paytwig sont des partenaires qui sont, à mon avis, worldwide en ligne. Et puis ces partenaires-là, Crédit Safe, Infolégal, Terrestre, sont des partenaires internationaux évidemment, et donc ils sont peut-être en capacité de proposer de l'information financière. En tout cas, voilà, ça c'était une des nouveautés, donc une nouvelle application qui vient enrichir l'offre FRP 1000 et qui va se connecter à FRP 1000 pour traiter toute la problématique du recouvrement, des relances, de la gestion du risque, du scoring, du calcul du DSO, du suivi du DSO, tous ces éléments-là sont inclus dans cette solution. Alors, je ne vous ferai pas une présentation de la solution, mais simplement j'ai mis ici un screenshot. Voilà, on est sur une solution web, on est sur une solution qui est un CRM financier et qui va permettre de gérer des portefeuilles avec des actions sur ces portefeuilles, un planning de ces actions, des suivis sur les litiges, des dossiers de litige, donc de créer des dossiers de litige, de suivre ces litiges, de mettre des actions sur ces litiges, de faire des balances, de faire du scoring, de suivre ici le bilan des actions. Vous avez ici voilà, un élément, un funnel qui traite un petit peu de l'avancement de toutes les actions à faire. C'est vraiment la philosophie de cet outil, hein, Sage Helloficache, qui est un outil de recouvrement qui gère les campagnes et qui est un plus pour la gestion du recouvrement. Ça, c'était la première nouveauté, on va dire la grande nouveauté de cette nouvelle application. Et puis, évidemment, il y a sur l'offre FRP 1000, eh bien, la solution et son évolution sur les différents postes qui sont résumés ici. Alors, il y a 4 grands domaines. On essaie d'avancer toujours sur 4 grands thèmes sur FRP 1000. Il y a le thème de l'expérience utilisateur, c'est-à-dire vous faciliter l'utilisation de la solution en faisant des avancées sur l'ergonomie. Il y a un thème qui s'appelle le Fast Close.
On en parle déjà depuis quelques années. J'ai eu l'occasion de venir à Abidjan l'année dernière ou l'année d'avant et on avait annoncé déjà qu'on travaillait sur ce sujet, le sujet du fast close. Et donc, nous avons ici, dans cette solution version 9, des fonctions qu'on appelle notamment la gestion des campagnes qui vient enrichir les fonctions fast close qui sont attendues, qui nous sont fortement demandées par les groupes en France, hein, des groupes multisociétés qui ont besoin d'outils pour accélérer le closing, pour accélérer la production de la donnée financière en fin d'année ou en fin de période. Nous avons aussi un enrichissement fonctionnel là qui va toucher donc plusieurs modules et vous avez le découpage ici, donc des nouveautés dans la comptabilité, des nouveautés dans la communication bancaire, dans la trésorerie, des nouveautés sur les IMO et enfin quelques nouveautés sur les achats et les ventes. Et enfin sur la partie technique, alors voilà, il y a quelques éléments qui ont été implémentés, notamment l'OID numérique. Alors ça c'est pas un terme technique, mais j'ai parlé du cloud tout à l'heure. La solution se déploie dans le cloud de manière à alléger fortement l'échange de données, les transactions et de permettre une meilleure fluidité et une meilleure productivité. Nous avons mis en place un élément technique qui s'appelle l'ID numérique. Et puis vous voyez les containers par type de document, donc ça c'est un enrichissement de ce qui existait déjà. Les containers par document, le lien vers un calendrier Office 365, je vous montrerai l'implémentation donc dans la solution, c'est en lien avec la gestion des campagnes, donc on a rajouté un calendrier dans FRP 1000 et ce calendrier peut être connecté, synchronisé avec le calendrier Office 365 et enfin la possibilité technique d'intégrer des applications HTML dans le mode web, ce qui nous permet d'aller nous enrichir et aller puiser sur toutes les applications HTML qui existent sur le marché et les utiliser dans la customisation de nos écrans. Donc voilà les 4 grands thèmes. Utilisateur, c'est l'expérience utilisateur, le fast close, l'enrichissement fonctionnel et les plateformes. Je ne suis pas descendu dans le détail de chacune, mais je vais le faire pour certaines. L'expérience utilisateur, je vous montrerai tout à l'heure en faisant la démo. Sur le fast close, j'en ai parlé, c'est la gestion des campagnes, mais on a aussi fortement renforcé toutes les fonctions groupe. Et vous le voyez ici avec le rapprochement intra-groupe et la refonte de la balance intra-groupe. Donc ça a été rajouté avec l'intra-groupe sur les comptes non collectifs aussi. Donc pour les sociétés qui souhaitaient mettre des comptes du plan comptable en mode groupe. Et puis un enrichissement fonctionnel sur la comptabilité. On a fait l'export du grand livre général. Alors j'ai parlé tout à l'heure du Customer Voice. Et bien justement cette fonction-là est issue du vote qui a été fait sur les demandes d'évolution. Et nous avons implémenté donc l'export Excel du grand livre général qui n'existait pas. C'est bizarrement, ça n'existait pas. Et donc, nous avons rajouté cette fonction-là suite à la forte demande des utilisateurs, comme nous étions engagés à le faire, tout simplement. Bien, nous l'avons fait. Sur la partie banque paiement, alors évidemment, ce n'est pas forcément un outil qui est très utilisé encore au Sénégal et en Côte d'Ivoire pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Les banques ne proposent pas encore forcément tous ces services. Néanmoins, bon, cet outil existe dans FRP 1000. Il est compatible avec les normes évidemment européennes, mais aussi internationales. Et donc, nous avons enrichi ce module-là de la fonction de comptabilisation des relevés. Donc, tout simplement, pour vous expliquer quand même de quoi il s'agit, à partir d'un relevé bancaire que nous récupérons dans FRP 1000, nous générons des écritures comptables. Voilà, tout simplement. Nous générons des écritures comptables à partir des relevés bancaires. Le point des immobilisations, eh bien, ici s'enrichit pour ce qui nous concerne ici sur le Sénégal et la Côte d'Ivoire, sera plutôt la partie gestion des subventions et l'automatisme gestion des biens physiques à partir des biens comptables qui sera intéressante. Et enfin, sur la partie achat-vente, simplification de la génération des avoirs. C'était pour nos clients, en tout cas les remontées qui étaient faites, c'était un peu compliqué. Le process était compliqué parfois pour faire un avoir. Et donc, on a autorisé une technique plus rapide pour générer un avoir. Autre nouveauté, la gestion des petits prix sur 4 décimales. La gestion des stocks insuffisants sur inventaire. Donc là, c'est très technique, mais sur la construction d'inventaire, parfois, il pouvait y avoir une impossibilité pour valider un inventaire parce qu'il n'y avait pas la quantité en stock nécessaire pour créer cette pièce d'inventaire. Donc, on avait des difficultés. Donc, on a optimisé ça. Et puis, enfin, la dernière option, désactivation LAF, concerne vraiment plus la France, la loi antifraude. Et cette loi antifraude qui était très contraignante
peut maintenant être désactivé dans la solution par un switch, un bouton qui permet de le faire. Donc voilà pour la présentation sous forme de vue visuelle des nouveautés de la version 9. Je vais évidemment maintenant basculer dans la solution pour vous montrer à quoi ressemblent toutes ces nouveautés. Donc je vais me connecter à Sage FRP 1000. Voilà. Je vais me connecter avec mon profil Sage. Là, je suis dans un environnement, vous voyez en haut, hein, j'utilise un navigateur. Hein, peut-être que pour certains d'entre vous, eh bien, c'est une fonction que vous découvrez, la fonction navigateur. Avec, vous voyez, sur la partie droite, ça aussi, c'est une fonction qui a été implémentée. C'est l'apparition des pop-up, hein, des pop-up qui signalent des notifications. Nous avons implémenté cette fonction dans le mode de navigateur dans le mode web, cette fonction de notification. Et à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans la solution pour lequel je vais être alerté, ben, je reçois une alerte. Et vous voyez, la petite cloche me permet d'aller chercher les éléments de notification. Voici ici donc l'environnement web de Sage FRP 1000. J'arrive sur mon portail d'accueil. Donc le sujet aujourd'hui n'est pas forcément de faire une démonstration de toutes les fonctions d'FRP 1000. Néanmoins, peut-être que vous découvrez cette fonction web hein, qui permet donc de customiser ces écrans de cette manière-là. Moi, je vais me focaliser sur bien les nouveautés de cette version. Et donc, j'ai préparé, vous voyez, des petits onglets avec ce qu'on appelle des processus visuels. Ce sont des éléments qui sont disponibles en version web, la construction de ces petites vignettes qui me permettent d'avoir des raccourcis et d'avoir des guides pour travailler dans la solution. Et je vais m'appuyer sur, vous voyez, ces différents, les 4 premiers, pour aller vous montrer, vous faire partager ces différentes nouveautés de la version 9 sur les éléments d'ergonomie, sur les fonctions et sur cette gestion des campagnes dont j'ai parlé tout à l'heure qui rentre dans le fast close. Et ensuite, on basculera sur le BI reporting par une petite présentation. Alors, qu'est-ce qui change au niveau des menus en haut quand même? Il y a quelques petites nouveautés, effectivement. Bon, ici, on a renforcer le contraste hein, pour les clients qui sont en multi-société. Voilà, on a renforcé la société sur laquelle on est en le passant en vert. Ça, c'est une première petite nouveauté. Une nouveauté, c'est la cloche ici. Donc, les notifications, je viens d'en parler. Vous avez vu les notifications. Et pendant la présentation, vous verrez que des pop-up qui vont arriver, bah, ce sont des pop-up qui sont liés à des notifications auxquelles je me suis abonné et qui vont venir s'implémenter ici. Voilà, ici, deux petites nouveautés, deux petites icônes qui sont nouvelles. C'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est le Customer Voice, et je vais aller dessus. Donc, c'est cette possibilité que vous aurez de venir en fait faire des demandes d'évolution. Et donc, en suivant le lien de cette petite ampoule, vous allez arriver sur voyez, sur des fonctions avec lesquelles vous allez avoir la possibilité de voter pour demander bah tiens, cette fonction, quelqu'un d'autre a eu l'idée, ça m'intéresse, je vote pour, ou même proposer vous-même les demandes d'évolution qui vous intéressent. Donc aujourd'hui, voilà, il y a un certain nombre de fonctions qui sont plébiscitées, notamment là ici sur les plans d'amortissement, visiblement dans les IMO. Donc ça, c'est une première nouveauté. Une deuxième nouveauté qui est en lien avec la gestion des campagnes, cette nouvelle icône ici, eh bien, c'est un calendrier. Voilà. Et donc, nous avons implémenté une fonction de calendrier dans la solution. Alors, à quoi va servir cette fonction? Eh bien, vous le voyez, là, je me suis positionné dans le passé, sur le mois d'octobre. Eh bien, ce calendrier va permettre de planifier eh bien, des actions, des tâches, des activités, avec donc une gestion des tâches qui peut être en groupe, qui va être affectée à des utilisateurs, et donc avoir ici, dans mon calendrier, un suivi à la semaine, un suivi au mois hein, de l'ensemble des éléments pour lequel j'ai décidé de ce qu'on appelle mettre en place une campagne. Voilà, donc une campagne, on y reviendra tout à l'heure, mais en tout cas, la campagne va s'appuyer fortement sur ce calendrier, et c'est aussi ce calendrier qui sera synchronisé avec le calendrier Outlook, et donc on pourra effectivement avoir une synchronisation de ce calendrier avec Outlook. Vous voyez là ici des petites vignettes vertes, mais ces petites vignettes vertes et de couleur d'ailleurs sont en fait des tâches qui sont positionnées dans mon calendrier, qui m'ont été affectées ou que j'ai moi-même affecté moi pour les suivre, et en fonction de leur avancement, eh bien il y a un code couleur
il y a un code couleur qui m'indique si la tâche est en cours, si elle est bloquée, si elle n'est pas faite, si elle est faite. Et dans ce cas-là, elle passe en vert. Donc, on a rajouté ce calendrier pour venir en support de la gestion des campagnes. Et donc aussi, maintenant, dans cette icône, eh bien, vous voyez ici une gestion de tâches. Mon utilisateur ici, il a beaucoup de retard, il a beaucoup de tâches à faire. Donc, on a un résumé ici qui s'affiche dans cette icône-là. Et donc, pour chacune des tâches qu'il est amené pour lesquelles il a été affecté, ou en tout cas, il est contributeur de la tâche, eh bien, il va pouvoir démarrer la tâche. Et puis, une fois qu'elle a démarré, il va pouvoir indiquer son statut. Est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est fait avec succès? Est-ce que c'est fait avec un échec pour une question X ou Y? Et donc, on a cette gestion ici des tâches qui s'affiche ici. Voilà, donc ça, c'était une autre nouveauté ergonomique, hein, c'est le calendrier. Je reviens sur mon processus visuel. Je vous ai parlé de la société active, calendrier, les demandes d'évolution, j'en ai parlé. Recherche globale, autre nouveauté de l'ergonomie, eh bien, c'est ici ce champ de recherche que vous connaissez peut-être, qui permet, par exemple, de retrouver une facture. Vous êtes au téléphone, en train de faire quelque chose, un client vous appelle ou un fournisseur et vous dit, bah, tiens, mais moi, la facture, qu'est-ce qui se passe? J'ai un problème avec cette facture. Et donc, il suffit par ce champ de recherche ici, il suffisait de taper le numéro de la facture et puis il proposait, là, j'ai fait FF123, il m'a trouvé deux factures qui commencent par FF123. Si j'avais fait FF123.4, par exemple, eh bien, il m'ouvre directement la facture que je suis en train de rechercher. On voit bien que je suis sur la facture FF123.4. Donc ça, c'est une fonction de recherche qui existait déjà dans les versions antérieures. Donc, il s'appuie sur l'indexation tout simplement et on tape ce qu'on veut dans le champ et il va chercher. Et donc là, il ouvre. S'il trouve quelque chose, il ouvre la pièce. En l'occurrence, il ouvre la pièce comptable. Nous l'avons enrichi de manière à ce qu'il soit un peu plus intelligent, cet outil de recherche, et qu'il aille chercher plus de choses. Jusqu'ici, il allait chercher surtout dans des pièces, mais maintenant, il peut aussi aller chercher dans les menus. Voilà. Donc, on a enrichi cette fonction. Si je tape maintenant, par exemple, lettrage, eh bien, il va me chercher des écrans, mais il est aussi capable d'aller me chercher des menus qui contiennent le mot lettrage. Et donc, je vais retrouver comme ça l'écran de lettrage. Si je cherche lettrage, si je tape, par exemple, TVA, eh bien, vous voyez que TVA, il me trouve des comptes avec des livres et des TVA, il me trouve des écrans qui ont de TVA, il me trouve des menus avec le mot TVA, il me trouve des pièces analytiques et il me trouve même des processus visuels. Vous savez, ces fameux processus visuels, donc qui sont des onglets tout près qui permettent de guider un utilisateur dans l'exécution de sa tâche. Et donc, ça, c'est l'enrichissement qui a été fait sur cette champ de recherche, être capable d'aller chercher les mots recherchés, pas uniquement dans les enregistrements, mais aussi dans les menus, les écrans et donc les processus visuels, ce qu'on appelle la recherche globale. Autre nouveauté sur les sélections et les filtres, avec la recherche contextuelle. Alors, la recherche contextuelle, je vais illustrer sur ici cet écran-là, qui est l'écran, je vais l'agrandir un petit peu, d'interrogation des comptes. Donc ça, c'est un écran, je pense, classique, hein, qui permet d'interroger des comptes sur une période. Ça, c'est pas vraiment nouveau ici. Ce qui est nouveau, en fait, c'est on a rajouté ce qu'on appelle une liste gauche. Donc avant, il fallait aller dans l'en-tête ici pour sélectionner ou dans la sélection, mais maintenant, on a rajouté dans les écrans, et pas que celui-là, hein, je vous présente celui-là, mais c'est aussi le cas sur d'autres écrans, une liste gauche qui va me permettre, en effet, d'aller sélectionner, on va le mettre sur N-1, par exemple, N-1, voilà, il y aura plus de données, peut-être, voilà, et d'aller sélectionner AMI 07, là, en allant le rechercher dans la liste gauche. Donc ça, c'est une avancée, une nouvelle, on va dire, avancée ergonomique. Et ici, après, moi, ce champ de recherche, je peux aller sélectionner, chercher, par exemple, tous ceux qui contiennent la lettre B, par exemple, et là, je double-clique sur barre S. Et par le double-clic, eh bien, il va rafraîchir l'écran et m'afficher le contenu des lignes d'interrogation du compte tiers de Barres, puisque je suis sur Barres. Il y a beaucoup de données sur Barres. Voilà, et ça m'affiche aussi. Donc voilà, une liste gauche qui permet ici d'aller double-cliquer pour passer d'un tiers à l'autre sans aller au-dessus pour rechercher. Le champ de recherche ici qui permet de filtrer. Là, ici, il fait du contient, donc tout ce qui contient B, il me le trouve. Et puis, les derniers utilisés, donc les derniers lus.
Les derniers clients que vous avez interrogés, ou en tout cas enregistrements que vous avez interrogés, sont stockés ici. Et donc, on repart très facilement chercher, par exemple, celui que vous avez consulté il y a quelques minutes. Il suffit de revenir ici pour l'afficher. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'enregistrement, la recherche contextuelle qui se fait à partir maintenant d'une liste gauche. C'est vrai sur cet écran-là, c'est vrai sur d'autres écrans dans la solution. Puisque je suis sur cet écran, un autre enrichissement qui était demandé, c'était de pouvoir proposer des sommes de lignes. Et donc là, vous voyez ce que je suis en train de faire. Je suis en train de faire une multisélection. Donc, je suis sur mon interrogation de compte, ABI 07. J'ai ces écritures-là, ça date de 2020, mais peu importe. Je décide de sélectionner ici quelques lignes et j'aimerais en avoir le total. Et donc, on a rajouté cette fonction-là. Une fois qu'on a fait la sélection de ces 4 lignes, on vient ici sur l'entête de la colonne débit et il nous affiche en fait la somme des lignes que nous avons sélectionnées. Voilà cette nouvelle fonction qui est implémentée. Donc, c'est la somme des lignes qui est possible directement en allant faire du multi-sélection et en positionnant la souris sur l'entête de colonne. Voilà, je l'ai fait sur débit ici et j'ai la sélection 3560, donc 0,63, c'est la somme des lignes que j'ai sélectionnées avec le montant minimal de ce que j'ai sélectionné qui apparaît, le montant maximal de les lignes que j'ai sélectionnées. Alors, il y a 2 lignes là, hein, donc c'est facile. Hein, et le total 17 correspond à l'ensemble des lignes qui sont ici affichées. Et donc, c'est le nombre de lignes affichées dans cet écran. Voilà pour cette autre donc, nouveauté aussi d'ergonomie qui était fortement demandée aussi. Hein. Elle est dans la liste que je vous ai montré, là, le Customer Voice. Elle est arrivée en number one aussi des fonctions qui étaient demandées par l'utilisateur de pouvoir, voilà, sans avoir à sortir la calculatrice à chaque fois rapidement, avoir le total de ce que je sélectionne à l'écran. Donc, c'est valable sur cet écran-là. C'est valable, bien sûr, sur d'autres écrans hein, où on a ce fonctionnement des lignes. Alors, ici, une autre petite nouveauté, c'est la conservation des préférences. Donc, ici, si je suis, par exemple, sur un écran de recherche d'écriture analytique et je décide d'interroger l'axe 1, hein, donc il m'affiche donc le résultat de son interrogation. Là, il recherche des écritures, donc je vais l'interrompre pour gagner du temps. Ce n'est pas tellement le résultat qui m'intéresse, même si ça peut être intéressant. Hop, ici, interrompre. Voilà, ça c'est ma recherche d'écriture analytique sur l'axe. Ce qui est intéressant, c'est cette fonction de mémorisation des préférences. En fait, le fait d'avoir choisi axe 1 ici, sur cet écran-là, eh bien, si je vais sur un autre écran, par exemple le balance analytique, eh bien, il a stocké ma préférence axe 1 et il me propose de travailler sur l'axe 1. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle la mémorisation des préférences et vous le verrez au fil de l'eau, en basculant d'un écran à l'autre, eh bien, il va vous dire, bah, tiens, dans l'écran précédent, vous étiez en train d'interroger telle fourchette, hop, dans l'écran suivant, ben, on interroge la même fourchette. Donc là, vous l'avez vu, dans l'écran, j'interrogeais l'axe 1, ben, je bascule dans l'autre écran et il me propose donc de renseigner le champ axe 1 avec cette même préférence. Donc c'est ce qu'on a appelé la mémorisation des préférences. Et je termine par ce qui avait donc été plébiscité il y a quelques mois maintenant comme demande d'évolution, c'est donc l'export du grand livre vers Excel. Hein, c'est l'export du grand livre. Donc nous avons rajouté une fonction qui va vous permettre d'exporter le grand livre avec des filtres sur les fourchettes de compte, évidemment, si vous souhaitez, les filtres sur les établissements, évidemment. La solution est multi-établissement. Un filtre sur les dates, évidemment. Filtre aussi sur les approches. Est-ce que vous êtes sur une problématique IFRS, US-GAAP ou nationale d'exploitation? De filtrer sur les écritures de simulation. Vous ne voulez pas les faire apparaître dans votre export, donc vous n'allez pas les cocher. Vous souhaitez faire apparaître, vous allez les cocher. Et là encore, un filtre sur les écritures non lettrées. Ensuite, bon bien, ici c'est tout simple. Hein, vous allez indiquer ici le chemin du fichier pour lequel vous souhaitez déposer le fichier, compresser le document éventuellement, si c'est un gros volume, et vous allez récupérer donc l'export du grand livre par ce biais-là.
Voilà pour cette dernière nouveauté. Voilà pour les éléments d'ergonomie qui ont évolué en version 9. Vous voyez, voilà, pas mal d'éléments. Un calendrier, des pop-up, des notifications, des recherches contextuelles améliorées, une liste de gauche, des sommes de lignes. Donc voilà, on a travaillé sur ces éléments d'ergonomie. Il y a certainement d'autres choses à faire, plus à faire. Eh bien, je vous invite, moi, à utiliser le Customer Voice pour nous signaler les demandes qui vous viennent et qui vous semblent pertinentes. On va passer maintenant sur les nouveautés fonctionnelles. J'en ai parlé tout à l'heure. Il y a eu beaucoup d'avancées sur la partie groupe parce que ça rentre pour nous dans le sujet du fast close. Alors ici, j'ai mis dans ce processus visuel tout ce qui concerne la gestion de groupe dans FRP 1000. C'est une offre qui a beaucoup travaillé pour les holdings et pour les groupes et qui a beaucoup de fonctions pour les groupes déjà. C'est des intercos en standard sur des dizaines de sociétés. C'est les règlements groupés, intersociétés, aussi bien clients et fournisseurs. Et on a enrichi les éléments avec ici, vous voyez, trois thèmes. Le rapprochement des intercos, un outil de rapprochement interco, la refacturation des charges intersociétés, qui nous a été fortement demandé et qu'on est déjà en train de faire d'évoluer. Hein. On a cette fonction-là qui vient de sortir, mais on a déjà des demandes d'évolution assez fortes sur cette fonction-là. Et la consultation des balances de comptes intersociétés pour faciliter cette interrogation. Alors, je vais aller assez vite, mais évidemment, ça concerne surtout les groupes, surtout les sociétés qui sont multi-sociétés. Hein, et qui ont ces problématiques d'interco à gérer. Donc, si je prends le rapprochement, ici, eh bien, c'est un écran supplémentaire qui va me permettre de faire le rapprochement entre ici, par exemple, la société 1, puisque je suis positionné sur la société 1, et la société 2. Et donc, là, je vais aller interroger les pièces de la société 2 donc sur une période, en l'occurrence, là, je suis sur 2020. Et j'ai un écran, ici, bah, ça ressemble à du lettrage ou ça ressemble à du rapprochement comptable. Et je vais sélectionner en haut les pièces et sélectionner en bas la contrepartie, en tout cas l'écriture miroir ou l'interco à rapprocher. Donc là, je vais le faire, hein, parce qu'en plus, il y a une aide automatique. Donc si je coche en haut cette première ligne ici, eh bien, automatiquement, le système cherche en bas une ligne identique selon des critères et il trouve en effet une ligne de même montant. Donc, il me propose de faire le rapprochement entre cette pièce d'achat dans la société 1 et cette pièce de vente dans la société 2. Voilà. Alors, on voit que ces pièces, effectivement, sont des pièces d'importation parce que dans les interfaces, il y a peut-être des importations qui sont faites à partir d'autres outils ou voilà, il y a plein de cas de figure à imaginer. Hein. En tout cas, ces deux pièces n'étaient pas rapprochées. Et moi, dans mes restitutions de fin d'année, dans ma conso que je dois faire, dans ma préparation conso en tout cas, je dois, moi, rapprocher ces pièces interco. Et donc, je peux, par ce biais-là, donc rapprocher ces deux pièces. Évidemment, l'outil contenait déjà un outil qui faisait des pièces, des rapprochements de pièces automatiques, hein, des pièces réciproques. Donc, ce qui est en pièces réciproques, évidemment, était déjà, on va dire, intrinsèquement rapproché. Mais il y avait un manque pour venir ici rajouter effectivement la possibilité donc, de faire du rapprochement, à la façon manuelle, si vous voulez. Et donc, on a implémenté cette fonction qui va évoluer, évidemment. Là, on est sur la toute nouveauté, mais évidemment, elle va évoluer notamment sur la capacité à le faire en automatique, qui sera implémentée selon des multicritères dans les versions suivantes. Donc, ça, c'est la première nouveauté, le rapprochement, un écran de rapprochement intersociété, hein, interco. Refacturation des charges, ça, c'est encore une autre nouveauté. Une forte demande des groupes lorsqu'ils sont en multisociété, c'est d'automatiser la refacturation des charges entre sociétés. Et donc, nous avons implémenté cette fonction-là. Hein, vous avez ici le verbatim qui explique un petit peu la fonction, son fonctionnement, ses objectifs. Voilà, je vais aller assez vite. Moi, simplement, et ce sera peut-être plus visuel, on va créer des règles de refacturation. Ici, là, je suis allé sélectionner une règle de refacturation. Donc, à quoi ça ressemble une règle de refacturation? C'est très simple. Je suis dans la société 1 et moi, je vais automatiser la refacturation d'un certain nombre de pièces du journal de vente vers la société 2 et vers la société 3 avec une refacturation qui va se faire ici, en tout cas, à 50-50. Mais ça pourrait être différent. Hein. Je pourrais, moi, rajouter effectivement une refacturation ici avec un découpage et une ventilation qui serait différente. Donc, vous allez pouvoir créer autant de règles de facturation que vous le voulez en indiquant ici les sociétés cibles et les pourcentages à répartir sur chacune de ces sociétés. Ça sera vos règles de facturation.
Et puis ensuite, tout simplement, moi je l'ai appelé refac janvier par exemple. Et donc, une fois qu'on a sélectionné la règle de facturation, qu'on a sélectionné le journal, le type de pièce, le compte collectif, on peut renseigner des libellés automatiques, on peut aller chercher un établissement particulier. On va avoir des critères supplémentaires pour aller interroger évidemment les pièces à refacturer sur des comptes, sur des dates, sur des devises, sur des journaux, sur des établissements. Sur lequel est le tiers de la pièce, par exemple, hein, en filtrant sur certaines factures, fournisseurs, par exemple, qu'on souhaite, ou de vente qu'on souhaite refacturer, bref. Donc, vous avez ici tout un tas de critères supplémentaires de refacturation. Et puis ensuite, eh bien, on va simplement générer la refacturation, enfin, sélectionner dans la liste ici les pièces que l'on souhaite refacturer et donc faire la refacturation de cette pièce par une exécution. Et donc, c'est ça qui va créer, en fait, qui va créer la pièce sur les deux sociétés conformément ici à la règle de facturation qui a été sélectionnée. Donc, il va me faire deux pièces, hein, tout simplement, en respectant les comptes, en respectant les journaux, en respectant les taxes. S'il y a des taxes, il va évidemment tout recalculer et tout générer dans la société 2 et dans la société 3. Donc, ça, c'est l'outil de refacturation des charges intersociétés. Enfin, autre nouveauté sur la partie ici groupe, c'est des balances groupes. Et donc, on va peut-être aller chercher une balance, voilà, on va actualiser. Et donc, on a optimisé la production de ces balances. Et donc, on va pouvoir historiser ces balances à date. En fait, avoir une sorte d'historique de ces balances pour pouvoir retrouver une balance donc intersociété à date qui va être stockée. Ici, j'en ai deux. Hein. J'en ai une au 1er janvier 2019, j'en ai une autre en 2020. Et donc, réinterroger ces balances ici. Donc là, je suis sur la réinterrogation d'une balance, d'une vieille balance de 2019. Et j'ai donc le contenu de cette balance qui s'affiche ici. Ici, voilà, le contenu de la balance avec l'ensemble des éléments de la société 1. Ici, vous voyez, sur l'ensemble de mes comptes, et la société 2, puisque ça fait partie de mes demandes, la société 3, la société 4, donc on est bien sur une balance intergroupe, et puis ici, une sous-division de la balance sur les intragroupes. Et oui, il faut pouvoir les identifier, ces intragroupes, lorsqu'on fait la pré-conso en fin d'année. Et donc, on a ici une balance qui va me permettre d'identifier très simplement les sociétés de destination, les sociétés d'origine, et ici de retrouver donc les montants de la balance qui sont à traiter, que je peux bien sûr, comme toujours, exporter vers Excel si je souhaite exporter ces éléments vers Excel pour les partager avec quelqu'un, par exemple, ou les envoyer par mail. Voilà pour la partie groupe. Autre nouveauté de la version 9 que je vais lister de façon à, voilà, on avance dans le temps. Le marquage, donc on a enrichi la fonction de marquage avec des nouveaux critères donc qui se voient ici sur l'écran. Donc groupe de marquage par exemple. Donc on a vraiment enrichi cette fonction de marquage qui était après pas assez utilisée à notre sens parce qu'il manquait des critères. Donc là on a rajouté des critères de sélection et on a aussi surtout utilisé le multi-marquage. Donc une écriture pourrait être marquée plusieurs fois de marquages différents. C'est ça la nouveauté. Donc nouveauté, c'est des nouveaux critères pour renforcer l'intérêt de la fonction et pouvoir filtrer sur des types de pièces, sur des affaires. Ici, marquer sur des budgets, marquer sur des établissements, des journaux, etc., etc. Mais aussi faire du multi-marquage sur la fonction. Et donc, avoir une écriture marquée plusieurs fois. Sur les IMO, eh bien, comme je l'ai expliqué, la génération des biens physiques en automatique. Donc, à partir maintenant d'une fiche de biens pour ceux qui ont ce module, il suffira de venir sur une fiche d'IMO, ici dans la partie suivi physique, cocher physique et créer automatiquement le bien physique avec le même nombre de quantités comptables. Et donc, ça créera automatiquement à la validation de la fiche les biens physiques. Donc, ça, c'est une petite nouveauté sur les IMO. L'autre nouveauté importante sur les IMO, c'est les subventions d'équipement. Et donc, la possibilité de suivre aux subventions d'État, ou même ou pas d'État, hein, tout type de subvention que vous allez recevoir. Vous allez pouvoir créer ici les éléments de la subvention en indiquant le type d'organisme dans une liste que vous allez pouvoir renseigner, en indiquant l'organisme en tant que tel, en tant que tiers, tel qu'il aura été créé, le compte général de la subvention et les montants qui ont été distribués dans cette subvention. Et puis, bien sûr, de rattacher, évidemment, les biens à cette subvention pour indiquer dans le suivi, savoir que ces biens-là sont liés à cette subvention-là. Vous pourrez aussi suivre les encaissements. On sait qu'il y a un rythme d'encaissement sur des subventions, donc on pourra tout à fait aussi indiquer à quel rythme on perçoit ces subventions et donc avoir un échéancier
ici de réception de ces subventions. Et enfin, la comptabilisation, forcément, on enrichit aussi la fonction dans les immobilisations pour générer les écritures de subventions qui vont être générées dans la solution. Le dernier point ici, alors je le signale, mais il est plus anecdotique, c'est les états des IMO qui sont maintenant extractibles sans Excel. C'est directement dans la solution sans passer par Excel. Alors ça, c'était un problème de performance avec Excel. Donc on a décidé maintenant de pouvoir faire, si vous voulez, la sortie des rubriques d'IMO directement ici, soit en regroupement, soit ici les détails du cadre A, du cadre B. Ça dépendra de la sélection ici que je fais, regroupement en cadre. En tout cas, je m'affranchis d'Excel pour produire cet état-là de justification des IMO sur les différentes rubriques qui vont alimenter ensuite Magas. Ici, donc voilà, cadre A, cadre B. Et donc, j'ai les montants ici qui sont récupérés en phase avec les rubriques. Ça, c'est une nouveauté aussi. Sur le négoce, donc il y a un point, c'est la décimale, la modification de fonctionnement du nombre de décimales. Alors, j'ai créé ici une devise euro. Alors, ce n'est pas forcément très courant, mais on avait une contrainte, c'était que le nombre de décimales des prix, des tarifs, était indexé sur le nombre de décimales d'une devise. Donc, quand une devise n'avait que 2 décimales, eh bien, on ne pouvait faire que des prix sur 2 décimales. Ce qui était bloquant pour certains métiers, dans le secteur de la chimie, par exemple, où il y a des tout petits prix qui sont à gérer. Et donc, à la demande de certains de nos clients qui sont dans ces secteurs d'activité-là, maintenant, on a déconnecté les deux. Et donc, sur une fiche devise, on va pouvoir dire que les tarifs pourront être exprimés sur 4 décimales, ce qui nous permettra, en effet, de gagner en précision sur cette gestion des petits prix. Enfin, annulation de facture. Eh bien, j'en ai parlé tout à l'heure. Je ne veux pas faire un avoir, mais l'idée ici, c'est de simplifier la génération des avoirs. Donc, pour ceux qui ne l'ont jamais fait, bon, ça ne va pas être très parlant, mais pour ceux qui sont déjà frottés à la génération des avoirs dans le module de négoce, il fallait parfois faire un retour, valider le retour, etc., etc. Bon, on a simplifié ça. Ce qui existait avant continue à exister, mais ce qu'on a rajouté, c'est juste sélectionner la facture et dire voilà, moi, à partir de cette facture, je génère un avoir et ça génère un avoir. On a la possibilité de remettre à zéro les lignes de commande parce que c'est peut-être qu'on va refacturer. Donc, auquel cas, effectivement, l'avoir va permettre, par cette technique-là, de permettre une refacturation de l'avoir, s'il doit être fait, si on refait une facture, ou en fait, on se contente d'avoir donc un avoir et de reprendre les lignes de commentaires. Donc, ça, c'est une nouvelle fonction. Sur la partie moyen de paiement, donc fusion des banques et agences, il y a le secteur bancaire est un secteur effectivement qui peut être amené à fusionner, des banques qui mangent d'autres banques, et donc derrière il y a une problématique de codification. Donc on a un outil maintenant pour optimiser cette fusion entre une banque source et une banque cible pour regrouper en fait ces éléments-là et pas se retrouver bloqués lorsque des banques sont absorbées par d'autres banques. Et enfin, coordonnées bancaires. En fait, ça, c'est quelque chose qui vient en complément de la sécurité bancaire qu'on a implémenté dans la version précédente. Vous savez qu'on peut, dans FRTMIL, saisir des RIB. Eh bien, la saisie des RIB maintenant est conditionnée à la validation des RIB pour des questions de sécurité. On ne peut pas comme ça utiliser un RIB sans une validation. Donc, il y a un outil qui fait la sécurisation des comptes bancaires. Tout type de RIB qui est saisi, ou même qui est importé, ou même qui vient d'un fichier. Enfin, voilà, tous les cas de figure ont été traités. Ce qui nous manquait, c'est un tableau de bord pour savoir ce qu'on a à valider. Donc, les personnes qui doivent valider ces nouveaux RIB dans la solution, que ce soit des RIB sociétés ou des RIB tiers, clients-fournisseurs, eh bien, ils apparaissent ici. Et moi, je sais donc ce que je dois aller valider. Ici, si je dois aller valider quelque chose, là, j'ai rien à valider, donc il n'y a pas de RIB en attente de validation. Un RIB qui n'est pas validé dans la solution empêche en fait tout paiement, tout simplement. Ça, c'est une règle voilà, qu'on a mis en place. Si je n'ai pas validé le RIB, s'il n'est pas validé, eh bien, on ne pourra pas payer. Alors, quand je dis payer, c'est en fait faire des virements. Évidemment, rien n'empêche de faire une saisie comptable, mais faire un fichier de virement, un fichier de prélèvement, un fichier de traite, par exemple, ne sera pas possible s'il y a des virements qui ne sont pas validés. Donc, c'est une sécurité bancaire qui nous est demandée, fortement demandée, pour lutter contre les fraudes dont vous avez entendu parler, évidemment, qui arrivent lorsqu'il y a un manque de contrôle sur la création des fournisseurs et la création des RIB.
Voilà pour les principales fonctions dans différents domaines. J'arrive à la fin de la présentation fonctionnelle et après je basculerai sur le reporting financier. Alors, cette gestion de campagne, qu'est-ce que c'est? Ben, elle rentre dans la gestion du fast close dont j'ai parlé au début. C'est un nouveau menu dans la solution. Ici, vous avez donc un nouveau menu qui est le menu campagne qui donne accès à des sous-menus, évidemment, à des fonctions. Je ne vais pas tout décrire. J'ai rassemblé, moi, ici, quelques éléments. J'en ai parlé tout à l'heure avec Landrier, parce qu'évidemment, cette gestion de campagne elle va consister à définir dans la solution des opérateurs qui vont avoir des rôles, à définir des utilisateurs qui vont avoir des tâches, et donc à modéliser des procédures de travail, et donc à affecter dans ma procédure de travail des tâches à des opérateurs. Et vous avez ici le résumé en fait de ces éléments-là. Donc j'ai des rôles que je vais pouvoir enrichir. Moi, j'en ai quelques-uns. J'ai des rôles de contrôleur, de réviseur, de superviseur, d'analyste. Ici, avec les noms qui vont en face, mais je peux évidemment créer des rôles supplémentaires et les attribuer à des utilisateurs de FRP 1000. C'est une première chose. Et puis, j'ai des tâches, effectivement, qui vont être affectées. Alors, comment ça va fonctionner? Ben, on va faire ce qu'on appelle un modèle de campagne. Et j'en ai ici plusieurs. J'ai un modèle de campagne qui s'appelle révision comptable. J'ai un modèle qui s'appelle prépa. J'ai un modèle qui s'appelle contrôle du mois. Et j'ai un modèle qui s'appelle contrôle d'exercice. Alors, je vais prendre, par exemple, le contrôle du mois, la campagne contrôle du mois. Et on va voir de quoi elle est composée. Bien, cette campagne contrôle du mois, elle est composée de différentes étapes qui sont listées à gauche. Ma première étape, c'est la comptabilisation des factures qui doivent venir de l'achat et des ventes. Ensuite, j'ai l'édition des balances qui est un traitement automatique. Donc, ces deux premiers traitements sont des traitements automatiques. Là, ici, il n'y a pas d'opérateur, donc il n'y a pas la coche opérateur. Ensuite, j'ai une tâche d'analyse. Alors là, par contre, la tâche d'analyse, eh c'est un peu particulier parce que la tâche d'analyse, ce n'est pas le système qui le fait, c'est des opérateurs. Et donc là, on est bien sûr des tâches opérateurs et elles vont être affectées. Ici, vous avez une URL qui va affecter cette tâche à des opérateurs. Et donc, on va indiquer ici qui doit faire cette tâche d'analyse. Et enfin, j'ai une dernière étape. Une fois que tout est en ordre, eh bien, je veux, moi, faire la sauvegarde, par exemple, et mettre en place la tâche d'opérateur de sauvegarde. Et donc, ici, j'affecte cette tâche-là à des personnes qui vont faire la sauvegarde, vérifier que la sauvegarde est faite. Ça, c'est un exemple de campagne, d'accord, qui mélange des aspects automatiques et des aspects de tâches qui font appel à des opérateurs. Et à chaque fois, je définis effectivement ici les écrans qui vont être utilisés pour faire cette tâche. Ça, c'est un exemple. Je vous montre un autre exemple. Par exemple, clôture d'exercice. Vous souhaitez planifier la clôture d'exercice et vérifier l'avancement dans tous les travaux de clôture qui sont nombreux dans la solution. Eh bien, on a ici créé une tâche de clôture et on a passé toutes les étapes qui sont à respecter et l'ordre dans lequel on doit avancer pour faire cette clôture. Alors, je ne vais pas vous détailler chaque ligne, mais évidemment, notre logiciel FRP 1000 a sa façon de permettre la clôture et donc il faut enchaîner toutes ces tâches. Et donc, vous voyez ici, voilà, toutes les tâches et à chaque fois, les opérateurs qui vont être affectés à la tâche, et ici l'URL en fait qui permet de passer des paramètres à l'utilisateur de manière à ce que quand il prenne en charge la tâche, il arrive directement sur l'écran pour lequel il doit faire cette tâche. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des modèles de campagne. J'en ai un autre ici, c'est la révision comptable par exemple, qui est ici, il y a une tâche d'import, j'ai une tâche de traitement avec ici différents traitements de régules qui doivent être lancés par des opérateurs, la vérification des intérêts, la gestion des créances douteuses, la gestion des IMO, l'analyse des soldes, le contrôle de TVA, contrôle de stock, etc., etc. Ça, c'est un autre type de révision comptable. Et vous pourrez évidemment créer toutes les tâches que vous voulez. Voilà. Donc, si je prends une tâche ici, clôture du mois, par exemple, eh bien, je vais, moi, générer les campagnes. Et donc, je vais demander la génération sur une date de référence. Donc, par exemple, on est un peu tôt dans le mois, mais je vais mettre ça au 14. Et donc, je reprends ce modèle de campagne, qui est le modèle contrôle du mois. Et je vais programmer ça à partir du 14 sur 2 sociétés. Tout le paramétrage a déjà été fait en amont. Je sais déjà quels sont les utilisateurs qui sont affectés, quelles sont les durées qui vont être affectées aussi. Et moi, je vais donc lancer cette tâche. Et donc, il me génère donc cette campagne. Donc, il me dit, voilà, il a généré donc 2 campagnes.
qui sont maintenant en attente de démarrage. Et donc, ici, vous voyez, j'ouvre la campagne. Donc, je fais là en quelques secondes ce qui peut être fait sur plusieurs jours, mais la campagne est prête. C'est la campagne de contrôle du mois de janvier. Elle est prête. J'ai en dessous toutes les étapes. Vous voyez, 10, 20, 30, 40. Alors, elles sont numérotées comme ça parce que demain, je peux très bien décider d'ajouter une étape entre deux lignes. Hein. Donc, c'est pour ça que je laisse de la place. La campagne n'est pas commencée. Et moi, je vais donc maintenant exécuter la campagne. Et l'exécution de la campagne, eh bien, va se traduire par un changement de statut ici en cours, et puis donc par l'exécution. Et vous voyez des pop-up qui vont arriver. Donc là, vous voyez aussi en même temps qu'il y a une couleur qui s'affiche sur la campagne, ben, ça veut dire que cette campagne, elle a démarré. Elle est maintenant en mode bleu, donc il est en train de faire la comptabilisation des factures. Vous voyez qu'il y a un autre pop-up qui arrive pour me dire que la tâche de comptabilisation des factures est terminée. Et donc, il va passer maintenant à une autre étape. Je reçois des messages au fur et à mesure où j'avance dans l'avancement des tâches. La comptabilisation des factures apparaît en vert ici parce que c'est terminé. Il est maintenant la tâche suivante qui est l'édition des balances qui tâche en bleu. Là aussi, c'est des tâches automatiques. Tout a été préenregistré, à savoir qu'est-ce qu'il doit en fait éditer. Hein, tout a été préenregistré. Et donc, je n'ai pas à intervenir. Et donc, je suis maintenant rendu ici, vous voyez, en quelques secondes, à la tâche numéro 3, qui est la tâche d'analyse. Alors, la tâche d'analyse, elle n'est pas faite automatiquement par le système. Elle est faite par un utilisateur. Et donc, l'utilisateur voit dans son calendrier eh bien, qu'il peut commencer la tâche d'analyse qui lui est attribuée, puisqu'il va, là, je vais afficher mon calendrier, ici. Voilà, et donc je vois, vous voyez, sur mon calendrier de janvier, tout à l'heure, il était vide. Il n'y avait rien. Hein, je vous avais montré, moi, le mois d'octobre, il y avait des choses, mais sur le mois de janvier, il n'y avait rien. Et donc là, ici, sur le mois de janvier, eh bien, je vois qu'on m'a demandé d'analyser les charges et les produits. Donc, je peux lancer cette tâche hein, et indiquer ensuite si cette tâche est effectuée. Et en plus, à partir du raccourci du calendrier, je peux ouvrir l'écran qui me sert à faire cette analyse. Et là, en l'occurrence, ben, c'est l'écran de la balance. Et donc, j'ai accepté la tâche et en ouvrant la tâche, eh bien, il me projette directement sur l'écran que je vais utiliser pour faire mon analyse. Alors, en plus, on aurait pu passer des paramètres. Hein, c'est-à-dire que lorsqu'on crée ces modèles de campagne, on peut très bien filtrer sur des comptes pour que ce soit vraiment encore plus précis sur la tâche. Et donc, quand cette tâche sera terminée, ben, si c'est avec succès, je vais cliquer ici sur succès et donc elle apparaîtra maintenant en vert sur mon planning. Et évidemment, ça envoie un pop-up. Hein. Ça envoie un pop-up pour dire que la tâche est faite. Et là, j'ai l'autre tâche à faire. Donc, je vais la démarrer. Je vais la démarrer et je vais peut-être alors je peux la modifier aussi si je souhaite la faire. Et je peux donc comme ça faire cette tâche jusqu'au bout. Voilà un petit peu le fonctionnement de cette gestion des campagnes qui s'appuie donc sur des modèles, sur des rôles opérateurs et puis avec derrière des suivis de campagne qui vont nous permettre, lorsque vous en avez plusieurs, de savoir où est-ce que vous en êtes de toutes les tâches, mais de distribuer au sein de votre service comptable l'ensemble des actions à faire. Alors, ça ne concerne pas que la compta. La gestion des campagnes peut être appliquée à toutes les fonctions d'FRP 1000. Là, je me suis focalisé sur la compta, mais on peut bien évidemment aller sur aussi la partie achat, la partie vente, la partie stock et créer des campagnes à partir de n'importe quel écran. Pour en donner la preuve, je vais aller par exemple sur la partie stock. Vous avez par exemple, je ne sais pas moi, des éditions de stock synthétique à produire en automatique. Et donc, si vous remarquez bien ici, eh bien, dans tous les écrans, nous avons rajouté ici deux petites fonctions qui permettent donc de copier l'URL d'un écran. Quand vous faites une tâche et vous voulez assigner à un utilisateur le bon écran, eh bien, vous allez simplement renseigner les paramètres ici et dire voilà, tiens, je copie ça en cache, ça va être repris automatiquement. Ou à partir d'un écran, assigner et créer une tâche à partir d'un écran. Donc moi, si je veux demander à un utilisateur de m'imprimer les stocks à une date donnée, ben, je vais créer une tâche à partir de cet écran. Alors évidemment, je ne vais pas aller jusqu'au bout, là, il y a une formation à suivre, hein, mais à partir de n'importe quel écran d'FRP maintenant, on peut, depuis un écran, créer une tâche, donner une date d'exécution, une durée, une date de début, une date de fin, des contrôleurs, etc., etc., l'inclure dans un workflow. Enfin voilà, on peut vraiment paramétrer des choses très élaborées à partir de tous les écrans d'FRP 1000. Voilà pour donc, cette nouveauté donc, qui est la gestion des campagnes.
campagne au sens très large. Nous, on l'a fait vraiment au départ dans un sens de comptabilité, de finance, de réduction des délais de clôture pour améliorer en fait le cheminement du process. Mais c'est complètement transverse à la solution et c'est aussi exploitable dans le module achat, le module vente, le module négoce ou le module stock. Voilà pour les présentations de ces nouveautés FRP 1000 version 9. Je regarde le temps, alors je vais déborder un petit peu. Il nous reste un sujet très important, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le reporting. Et je vais revenir un petit peu sur mon visuel pour présenter le reporting. Et je vais commencer par présenter d'abord quels sont les avantages de l'outil de reporting que nous avons implémenté dans la solution. Alors la première chose, c'est que c'est un outil qui est 100% Excel. Ça, c'est important. La demande était forte d'avoir un outil de reporting et on sait très bien que la plupart de nos utilisateurs utilisent Excel. Quoi qu'on fasse dans FRP 1000, à chaque fois qu'on fait quelque chose, la question c'est oui, mais est-ce que je peux l'exporter vers Excel? Voilà, est-ce que c'est exportable vers Excel? Voilà. Bon, ok, on s'est dit, on ne va pas essayer d'inventer autre chose. Donc, on va mettre en place, nous, un outil de reporting qui va s'appuyer sur Excel, ce qui permettra à nos utilisateurs d'être à l'aise, puisqu'ils sont très familiers avec Excel. Connecté en standard. On voulait que notre outil ne demande pas vraiment de temps d'implémentation complexe, ni une technicité qui rende impossible l'utilisation. Donc, on est connecté en standard. Quand on déploie la solution, c'est immédiatement utilisable. Les univers sont prêts. Hein, si on prend Intertechnics, c'est ça qu'on peut dire. Les univers sont complètement prêts. Il n'y a plus qu'à faire ces tableaux. En temps réel, on ne passe pas par des data warehouse. On est directement sous le rafraîchissement des tableaux de bord en temps réel sur les tableaux de bord. Donc, ça interroge directement la base de données et ça rafraîchit mon tableau. Ça agrège les données de l'entreprise. Évidemment, la solution, elle va lire du Sage 1000 parce qu'elle va être connectée à Sage 1000 en standard, mais elle est capable d'aller lire autre chose que du Sage. Elle peut très bien aller lire des bases de données qui ne sont pas Sage. Hein, donc ça, c'est important de le signaler. Donc, on est bien sur un outil qui va permettre de faire des tableaux de bord qui vont aller chercher de la paye. Vous avez une paye qui n'est pas Sage ou même qui est Sage, mais ce n'est pas du FRP 1000, ça c'est sûr. Vous voulez faire un dashboard qui va agréger des données qui viennent de la finance, de la compta FRP 1000, mais qui viennent aussi de la paye. Eh bien, on va pouvoir aller les rassembler dans un seul tableau. Il faut aussi que l'outil soit collaboratif. Hein. Il faut qu'on puisse, une fois qu'on a créé des tableaux, les distribuer, les propager, les rafraîchir en automatique, les déposer à heure régulière à disposition des personnes qui doivent les exploiter. Et donc ça aussi, c'est une fonction qui existe dans la solution, le partage de tous les tableaux de bord. Et donc le sur-mesure, oui, parce que on utilise donc la plateforme Excel, on utilise toutes les fonctions d'Excel, et donc on va être en mesure de complètement créer les tableaux de bord qui sont intéressants. Voilà, donc voilà, ici vous avez un exemple d'un tableau de bord qui peut être produit avec la solution. Donc vous remarquez bien en haut, hein, on est bien dans Excel ici, hein, c'est bien la solution Excel. Et ici on rajoute nous un menu, donc Sage FRP Reporting, c'est le menu que nous rajoutons en onglet supplémentaire qui va nous permettre de construire ces tableaux de bord. Alors avant les questions-réponses, petite démonstration tout de même de Sage FRP Reporting. Donc, je vais me basculer, je vais revenir ici dans la comptabilité. Je vous ai dit que c'était complètement intégré à Excel, c'est vrai, mais c'est aussi complètement intégré à FRP 1000. Alors que si j'implémente la fonction, le module, eh bien, je rajoute en fait dans le menu, ici, un menu supplémentaire qui va me permettre d'aller directement interroger tous mes tableaux. Donc, si je veux aller, par exemple, aller ouvrir les indicateurs de compte de résultats parce que j'ai un tableau indicateur de compte de résultats, eh bien, il est dans mon menu FRP 1000. Je le sélectionne et j'arrive directement sur mon tableau ici et je rafraîchis mon tableau à partir de là. Voilà, donc c'est intégré à Excel et ces dashboards, ces tableaux Excel sont aussi complètement intégrés et on peut les brancher, pour utiliser le terme, on peut les brancher directement dans les menus de FRP 1000 pour les personnes évidemment qui ont accès. Et donc là, ici, j'accède à mes différents tableaux. Ça, c'est une première chose. Mais évidemment, c'est aussi disponible pour des personnes qui n'ont pas l'accès à FRP 1000. Si je me déconnecte d'FRP 1000, moi, si je veux que dans ma société, comme je l'ai dit, il y ait des personnes qui soient en mesure de faire des reporting, des tableaux de bord en requêtant sur FRP 1000, eh bien, je peux, dans ce cas-là, avoir un autre point d'entrée
Et c'est ce que je vais faire. Donc là, vous voyez ici, j'ai des tableaux dans tous les sujets, mais je vais ouvrir celui-là. Donc je peux aussi très bien décider d'ouvrir le tableau Excel, ici, et à partir de Excel, aller ouvrir l'outil de reporting qui va donc, comme on a dit, comme il est connecté en standard à Sage 1000, eh bien, automatiquement me connecter à partir d'Excel vers FRP 1000. D'accord? Donc ça, c'est pour des personnes, par exemple, qui n'ont pas de licence pour ouvrir FRP 1000, mais qui ont besoin de faire du reporting, des dashboards avec notre outil de reporting. Voilà, donc là, il y a la barre de menu qui apparaît, et donc je peux maintenant soit rafraîchir mes tableaux, soit construire mes tableaux. Donc si sur j'ai différents onglets, hein, on voit voilà, différents tableaux qui ont été préparés. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais en créer un rapidement pour vous montrer un petit peu l'ergonomie de la solution. Donc j'ai ici ce menu en haut qui apparaît. Et j'ai des fonctions pour concevoir des tableaux, des listes, des cubes. J'ai des éléments pour aller dans le détail, pour aller driller sur un cumul, aller voir le détail, et puis stocker cette formule. Je peux aller chercher des jauges, des graphiques. Je peux avoir des outils ici pour dupliquer, pour ventiler automatiquement des éléments. Je peux recalculer tout ou partie de mon classeur. Et enfin, je peux ici, avec ces outils-là, consolider une base de données à partir d'écriture et aller publier donc, ces tableaux, les mettre à disposition dans un drive, les envoyer par mail à d'autres utilisateurs. Il y a d'autres fonctions, hein, notamment pour les automates, qui ne sont pas présentes ici dans cet écran. Donc, je peux évidemment automatiser la production des tableaux, c'est-à-dire le rafraîchissement des tableaux pour qu'ils soient déposés, par exemple, tous les lundis matin. Le DG veut son tableau de bord des chiffres d'affaires de la vente, etc. de la semaine dernière. Et donc, on peut évidemment automatiser ces éléments-là. Moi, je pars sur un tableau que je vais construire à partir d'ici. Je me positionne sur la cellule C8 et je vais simplement faire un cube. Et donc, je vais aller sélectionner moi un modèle sur lequel je vais travailler. Et ça, c'est connecté en standard, c'est-à-dire qu'il connaît parfaitement le modèle FRP 1000. Sur quoi je veux travailler? On retrouve ici les 4 grands modules, compta, IMO, processus opérationnel, achat-vente, stock et trésor. Et sur la partie comptabilité, ici, je vais, moi, interroger, par exemple, la balance analytique, ici. Voilà, la balance analytique. Et je vais construire mon tableau. À gauche, j'ai tous les champs qui sont à ma disposition. Et à droite, je fais glisser ce que je veux dans la partie des lignes, ce que je veux en colonne et ce que je veux en mesure. Et ici, en haut, ce sont mes filtres, donc mes critères que j'utiliserai pour rafraîchir mon tableau. Alors, je vais aller vite. Je vais prendre, moi, ici, un axe en filtre. Dans les lignes, je vais mettre le libellé de l'axe. Je vais mettre le libellé de la nature de flux. Et je vais mettre, par exemple, le libellé des sections analytiques. Je fais un tableau croisé analytique sur l'année. Moi, je veux l'évolution de mon analytique sur l'année mois par mois. Donc, je vais prendre ici la période qui s'appelle mois. Et je la fais glisser ici. Et je veux analyser mon solde ici. Voilà. Au niveau des filtres, je vais prendre toutes les sociétés. Ça me va bien. Au niveau des axes, je vais interroger l'axe 1, l'axe 2, l'axe 3 et l'axe projet, par exemple. Donc, je vais multi-axe. Et je valide cette interrogation. Mon tableau est presque terminé. J'ai fait glisser mes champs sur les différents cadrans. Je valide et il va m'afficher le résultat en fait, de mon tableau. Et donc, vous voyez qu'en quelques clics, en fait, hein, il est allé me chercher mes différents axes analytiques, ici. Alors, j'ai beaucoup de données. Et donc, ici, j'ai les différents axes. J'ai pris les libellés des axes et pas les codes. J'ai ici les natures. Et enfin, j'ai les sections dont j'ai pris les libellés. Et donc, j'ai bien une projection sur 12 mois. Ici, j'ai bien une projection sur 12 mois, ici, de mes différents éléments. La requête que j'ai utilisée, elle n'est pas perdue. Elle est stockée ici dans cette cellule. Donc, si demain, je dois venir, et c'est ce que je vais faire maintenant, l'enrichir et puis rendre un petit peu plus attractif tous ces éléments ou changer les critères, je vais revenir ici. Par exemple, moi, j'ai peut-être été un petit peu gourmand sur les axes. Hein, je vais en prendre moins. Donc, je vais effacer cette zone. Et puis, je vais prendre uniquement l'axe 2, l'axe 3, par exemple. Et puis, au niveau des colonnes, j'aimerais, par exemple, voir d'un mois sur l'autre la progression et afficher l'écart avec un pourcentage. Par exemple, différence en pourcentage. Donc, je rajoute en fait une colonne supplémentaire qui va être la colonne somme, mais simplement, elle va me faire la différence avec la colonne précédente. Et puis, comme j'ai des problèmes de vue, je vais demander moi des jeux d'icônes de manière à ce que quand ça monte, quand ça descend, et j'ai besoin d'une petite flèche pour me le signaler. Et puis sur les formats, le gris c'est pas joli, je vais mettre du vert par exemple pour avoir un aperçu un peu plus
peu plus joli. Et donc voilà. Alors là, du coup, effectivement, on est passé en vert, mais on a bien automatiquement le résultat de cette modification. Donc, je suis concentré, moi, sur les axes ici, les projets d'investissement avec les différents types de projets. J'ai bien ici mes deux colonnes, 1, 2, avec ici le pourcentage d'augmentation ou de baisse hein, qui est signalé ici par la petite icône. Alors, évidemment, tout ça, après, on peut encore l'enrichir, hein, savoir à partir de quand on considère que c'est orange, à partir de quand on considère que c'est vert, tous ces éléments-là. Et ça peut être partagé, mais avant de le partager, ce que je vais faire peut-être, c'est dire, bah oui, mais moi, je veux partager, donc il faut que je mette des critères. Et je ne voudrais pas que les personnes avec qui je partage aillent me modifier ma requête. Donc, je vais directement dans Excel mettre des champs ici critères. Hein, tiens, je vais mettre un peu plus gros, voilà, des champs critères. Et ils iront directement dans ces zones-là et ils n'auront pas accès à ma requête initiale. Et donc, ce que je vais faire moi, maintenant, c'est mapper, tout simplement. Mapper les champs. Et donc, les filtres qui étaient ici, qui étaient ce qu'on appelle en dur dans la solution, eh bien, je vais lui dire que pour la société, il faudra aller chercher dans la cellule E3. Pour l'analytique, il faudra aller chercher ici, dans la cellule ici, et je vais valider ça. Voilà. Et donc, bah, forcément, j'ai plus rien, puisque dans ces cellules, c'est vide. Maintenant, je vais revenir ici, mais en double-cliquant sur la cellule, le lien que j'ai fait me permet d'aller interroger la société 1, 2, 3, et ici, l'axe, par exemple, pas tous les axes, l'axe 2 et l'axe 3, et je valide. Et donc, maintenant, voilà. Le critère est accessible, et je peux mettre, évidemment, d'autres critères, et mon tableau est prêt. Dernier élément avant de basculer sur un autre élément intéressant de cet outil. Là, ici, j'ai 3 sociétés. D'accord? Donc, évidemment, je peux filtrer un par un, mais une des fonctions intéressantes de la solution, c'est la fonction ventilation. Je me positionne ici sur cette cellule, qui est la cellule 3. Je sais que j'ai 3 sociétés. Regardez bien ce qui va se passer en bas de l'écran, au niveau des onglets ici. Je vais les sélectionner ventilation. Et qu'est-ce que fait le système? Ben, il comprend que je demande en fait une duplication du tableau. Avec autant de duplications, donc d'onglets dupliqués que j'ai de sociétés. Donc là, j'avais interrogé 3 sociétés, et ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé 3 onglets, et sur chacun des 3 onglets, il a mis société 1, société 2 et société 3. Et donc, en fait, il me fait lui-même le filtre. Et moi, voilà, en un seul clic, plutôt que de refaire mon tableau, j'ai ventilé mon tableau sur 3 sociétés. Cette fonction ventilation, elle fonctionnerait sur du multi-établissement, par exemple, elle fonctionnerait sur du multi-axe, elle fonctionnerait sur des multi-comptes, etc., etc. Voilà, donc très intéressante cette fonction ventilation. Donc ça, c'est un exemple de tableau qu'on peut construire, donc tableau croisé analytique. Autre exercice intéressant à vous montrer, qui est un exercice auquel vous êtes souvent soumis aux directions financières. On vous demande, cette fois, non pas de construire un tableau, vous n'avez pas la liberté, vous devez remplir un tableau. Ça, c'est tout à fait différent. On vous donne un canevas, comme celui-là, voilà, et vous devez mettre les cellules, remplir les cellules. Donc, on va s'appuyer, nous, sur un outil qui s'appelle Assistant Cellule ici, et qui va me permettre justement, non pas de faire des grands tableaux, mais de faire de la chirurgie, on va dire, hein, on va le dire comme ça, d'aller pointer sur une cellule et l'alimenter. Donc, c'est ce que je vais faire avec l'assistant cellule. Donc, j'ai dit, bon, moi, je suis une balance analytique. Eh bien, toujours une balance analytique, je vais aller sélectionner la balance ici. Et puis, je vais, comme tout à l'heure, faire mes filtres. Donc là, il faut que je filtre sur l'année, sur le mois. Donc, je vais aller chercher ici le période mois, période année. L'année, la société, ça y est déjà. L'approche, ça y est déjà. Et ensuite, pour avoir le solde ici, il faut que je filtre sur la nature de flux et la section analytique. Donc, je vais chercher la nature de flux, le code nature, et la section analytique, ici, le code nature. Et je vais déverser ici le résultat. Moi, ce que je veux, c'est le solde. Et donc, maintenant, je fais le mappage. Société, ici. L'approche, ici. Le mois, ici. L'année, ici. Analytique, c'est ça. Ça a été préparé, évidemment. Et le tableau est préparé de manière à être en cohérence avec l'outil. C'est logique. Je fais un petit calcul pour voir s'il me renvoie des informations. Donc, effectivement, il me renvoie bien un calcul qui m'a l'air cohérent. Moi, je ne veux pas de signe moins. C'est pas joli, donc je vais lui dire, on va multiplier ça par moins 1. On va recalculer. Donc, voilà, j'ai opération multipliée par moins 1. Faut que je fasse n'importe quoi. Alors, est-ce que j'arrivais à faire le signe moins? Y arriver. Voilà, le signe 1, pardon. Ouais, j'ai du mal. Avec mon clavier, je calcule.
Voilà, donc là, j'ai fait disparaître le signe moins, je valide. Et donc, j'ai bien alimenté ma cellule. J'ai tout le tableau à faire. Eh bien, là encore, on va s'appuyer sur une fonction très pratique, une fonction ici qui s'appelle collage de ma formule. Et vous allez voir qu'il va donc, sur l'ensemble de mon tableau, eh bien, répéter la formule en respectant surtout la mise en page qui existe. Si j'avais fait un copier-coller Excel, ça existe, hein, évidemment, tout le monde va dire, oui, mais ça existe, copier-coller dans Excel. Oui, ça existe, mais le risque était d'écraser, en fait, la mise en page qui a été faite sur ce tableau. Et là, évidemment, j'aurais perdu, par exemple, ici, ces zones de l'icône, les couleurs ici, et la pondération qui est faite dans cette colonne. Avec la fonction ventilation, eh bien, je m'affranchis de cette contrainte-là, et donc j'ai automatiquement la recopie des cellules qui se fait dans le respect de la mise en page. Dernier point, et j'en aurai terminé, ici les fonctions de drill, par exemple sur moi ici, par exemple sur cette zone-là, sur le réalisé, je vois que j'ai plusieurs sections. Donc je vais pouvoir demander en fait à avoir du détail sur cette fonction-là, et je vais à partir d'ici de cet écran-là demander, ben moi je veux en plus une ventilation de cette zone-là en colonne sur les codes et en ligne sur les comptes. Voilà. Et je vais exécuter, sauvegarder. Sauvegarder pourquoi? Ben pour le réutiliser après. Voilà. Et donc, vous voyez ce que je viens de faire en fait? Eh bien, ce cumul de ma balance, moi je veux du détail. Eh bien, par le biais de cette fonction-là, qui est la fonction détail, eh bien, j'ai construit un mini tableau croisé qui me dit que ces 63 931 sont en fait décomposé sur les comptes ici que vous voyez et ici sur les sections analytiques que vous voyez. Et donc, j'ai préparé donc un tableau dans le tableau que j'ai stocké, puisque je l'ai sauvegardé. On va mettre la petite punaise, que j'ai sauvegardé. Donc, je peux maintenant sur une autre zone du tableau, si je veux revenir par exemple, c'est quoi ce montant-là ici, 17 000, eh bien, je vais réutiliser la fonction, elle s'est appelée sauve, elle est dans mes favoris, et donc réappliquer la même petite formule et là, c'est un tableau, ben là, il n'y a pas de problème, c'est un seul compte, une seule section. Si j'ai par exemple sur celle-ci, peut-être que j'aurai quelque chose de différent et je réapplique ici. Voilà, là, alors là, j'ai toujours la même section. Par contre, j'ai bien l'éclatement ici sur différents comptes de ma section. Ça, c'est la fonction ici, détail, qui permet de faire ça. Alors, il y a bien sûr d'autres fonctions. Il ne s'agit pas de faire une formation aujourd'hui. J'ai dit qu'on pouvait partager les éléments. Donc, on peut ensuite déposer, une fois qu'on est content de son tableau, le déposer dans un drive et l'affecter à des utilisateurs qui seront des personnes qui vont pouvoir visualiser et par contre, qui n'auront pas accès à ma requête, si vous voulez, initiale. Ils auront accès uniquement au tableau pour le rafraîchir. Donc, ça, c'est la fonction drive. Et puis, il y a aussi un module. Ici, alors, sans forcément rentrer dans tous les détails, mais ici, vous avez un module automate hein, qui va permettre évidemment de venir créer ce qu'on appelle des publications automatiques, pour mettre à disposition, j'ai des majuscules, il faut que je les enlève sur mon clavier, des fonctions. Voilà, et donc créer en fait des automates, hein, des automates pour rafraîchir automatiquement un fichier Excel, enchaîner le rafraîchissement de plusieurs fichiers Excel, déposer ces fichiers Excel, mettre des formules dans l'application d'une cellule particulière pour pas qu'il recalcule sur l'ensemble, mais sur quelques sociétés. Voilà, vous avez donc voilà, cette fonction aussi qui existe, envoyée par mail, déplacer les fichiers, faire de l'import ETL, écrire des données. Hein, l'outil permet aussi d'écrire dans une base de données. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup d'éléments qui viennent en plus sur cette fonction de reporting et qui sont disponibles. Je vais rebasculer sur mon PowerPoint et puis surtout, voilà, vous dire que j'en ai terminé avec cette présentation qui a duré beaucoup plus d'1 heure. Hein, j'ai été un peu bavard. J'espère avoir fait un overview, en tout cas avoir montrer les intérêts de la version 9, les intérêts de notre outil de reporting. Et maintenant, on va rentrer dans la dernière partie de cette session, qui est la session de questions-réponses. Donc, s'il y a des questions, je vous laisse reprendre la main. Je n'ai pas regardé le chat s'il y avait des questions dans le chat.
ouvrez vos micros et éventuellement, c'est peut-être plus simple de poser les questions dans la conversation et que Michael fasse le transfert des questions. Merci Pierre pour cette brillante présentation. J'espère que les visiteurs ont été satisfaits. En ce qui concerne les questions, Loïc, est-ce que tu peux prendre la main au niveau des questions, s'il te plaît? Oui, vous pouvez directement écrire vos questions au niveau du chat et Michael vous répondra directement. Je ne sais pas si vous voyez la petite icône de chat juste en haut du PowerPoint. Il y a une petite icône comme de message. Et en fait, vous avez accès à la conversation, vous pouvez écrire vos questions directement. C'est toujours la première question qui est difficile à être lancée, à être posée, mais bon, s'il n'y a pas de questions, si tout était très clair, je ferai parvenir moi le document que j'ai utilisé et il vous sera retransféré. Il y a une question qui vient d'arriver. Bonjour, y a-t-il un lien web pour accéder aussi à la plateforme? Alors oui, il y a un accès à la plateforme d'administration qui ne permet pas de faire forcément toutes les mêmes fonctions que la console d'administration qu'on connaît, mais qui va permettre de gérer les utilisateurs et les droits. Voilà, donc il y a un accès web qui est limité pour l'instant, mais qui évidemment va s'enrichir hein, dans les versions qui arrivent, où le but c'est évidemment d'avoir accès à toutes les fonctions on va dire de la console à travers un lien web. Et ça s'enrichit à chaque version. Moi, je ne vois pas où les questions sont. Quelqu'un a levé la main en bout. Oui. Oui, bonjour, c'est Baldé. Merci pour la présentation. Merci. Ça a été très, très, très clair et ça donne envie d'entrer directement dans le bain du sujet. Donc, au début de la présentation, j'ai vu quelque part, là, vous avez dit qu'il vous a été demandé à plusieurs reprises comment faire pour faire les extractions Excel et vous êtes parvenu à faire l'export du grand livre général. Plus loin, vous avez dit que la FBI maintenant est à 100% sous format Excel. Oui. Je voudrais savoir, est-ce que, hormis le grand livre général, les autres États sont exportables sous format Excel comme les grands livres tiers, les autres États? On avait un document qu'on pouvait exporter. Parce que là, vous avez parlé du grand livre général. Là, on a parlé du grand livre général. Il y a la balance qui s'exporte, la balance générale qui s'exporte sous Excel. Il y a un raccourci pour exporter la balance sous Excel pour alimenter notamment l'outil qui fait l'alias fiscal, hein, ECF. Donc, il y a celui-là qui existe. Je crois que c'est les deux qui existent. Ce qui n'est pas possible aujourd'hui dans FR Public, c'est à partir d'un aperçu ou d'une édition. Quand on est en aperçu ou en édition, on ne peut pas envoyer ça dans Excel. D'accord? Si c'est ça votre question aussi, non, ça ne peut pas se faire. Et donc, c'est pour ça qu'on passe par des requêtes. Donc, il y en a une pour la balance, il y en a une pour le grand livre. Il est fort à parier qu'on en fera d'autres. Hein. D'ailleurs, on peut en faire d'autres. Hein. Elles ne sont pas forcément fournies en standard, mais vous pouvez vous appuyer sur des consultants experts qui sauront ponctuellement, si vous avez un besoin d'exporter une édition particulière, le faire, mais c'est à faire en plus. Non, très souvent, ce que nous exportons, ce sont les balances soit générales ou tiers. Oui, bah alors ça c'est bon, ça existe. Balance générale. Et tiers aussi, Alors tiers, je ne crois pas. Je ne sais plus si la balance générale exporte. On fait l'analyse des comptes, on part toujours du compte tiers pour l'exporter sous format Excel et faire les analyses comptables. Oui, alors sachez quand même que, si je prends la balance, je vais revenir rapidement dans l'outil, vous avez ce qu'on appelle les balances interactives. Hein.
qu'il faut utiliser quand vous voulez exporter une balance vers Excel. C'est impératif d'utiliser ça parce que c'est fait pour. Ici, si je prends, alors je crois que c'est dans les éditions comptables, vous avez ce qu'on appelle consultation, la balance interactive. Ça, c'est une balance qui va arriver sous forme de grille à l'écran. Donc ça, c'est une grille et qui s'exporte automatiquement vers Excel. D'accord, ça, c'est une balance. Alors j'ai mis établissement, mais j'ai pas besoin forcément de l'établissement. Voilà, ça c'est une balance. Alors elle n'est pas en mode aperçu, hein, elle est en mode Et aller coller vers Excel. Exactement. Et c'est une balance à 6 colonnes. C'est la balance comptable. Mouvement débit, mouvement crédit, solde débit. Donc c'est vraiment la balance comptable classique à 6 colonnes. Elle a des fonctions supplémentaires parce qu'on peut trier ici par établissement pour regrouper. Mais par clic droit, vous exportez ça directement dans Excel. Hein. Et ça sert à ça. C'est la demande d'exporter une balance vers Excel. Il ne faut pas passer par l'édition de la balance. C'est un peu l'erreur que fait tout le monde. On prend l'édition, on fait l'aperçu et après on veut ça en Excel. Ça, c'est pas possible. Par contre, ce qui est possible, c'est de passer par là directement. C'est-à-dire, je fais ma balance interactive, je filtre. Ici, vous voyez, je peux sélectionner des comptes. En plus, je peux faire des périmètres. Tous les comptes ne m'intéressent pas. Donc, en amont, je définis des périmètres, par exemple, qui contiennent certains comptes uniquement. Je peux avoir donc une structuration de ma balance. Donc, voilà, je peux la préparer. Et une fois que j'ai mon résultat, on est bien sur une balance, mais c'est pas le but, c'est pas d'aller vers une imprimante, ici. Le but, c'est d'aller vers Excel. Donc, exporter. Et j'exporte ça vers Excel. Ici, avec le format Excel, ou CSV ou Excel. OK, merci. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions. Allô, Pierre, on a une dernière question. Oui. Pouvez-vous nous donner plus de détails sur l'aspect d'intégration des applications HTML? On parle de quel type d'intégration sur le tableau de bord? Alors, je ne suis pas très technique et c'est vrai que je vais être un peu limité, moi, sur ce que je peux vous expliquer d'un point de vue technique. Et alors, auquel cas, il faudrait prendre la question, enfin, en tout cas, noter la personne qui a posé ça et on reviendra vers lui. Il sera peut-être un consultant technique qui amènera. Mais typiquement, ce calendrier que vous voyez, c'est l'application justement de cette capacité d'intégrer les applications HTML. On n'a pas redéveloppé un calendrier, en fait. Hein. On est allé utiliser un objet calendrier. Et c'est comme ça, effectivement, que se font les choses. Donc, c'est la capacité d'aller intégrer. Alors, quel type? D'un point de vue technique, je ne sais pas. Je peux vous dire que ça en fait partie. Ce calendrier, on ne l'a pas redéveloppé. On est allé chercher un objet HTML et on utilise cet objet HTML dans nos écrans. Merci de noter la personne et on reviendra vers lui avec peut-être un expert technique du sujet. Je ne suis pas du tout développeur et chez nous, c'est plutôt les consultants développeurs, les designers d'écran, les personnes qui font les customisations, qui pourraient vous donner des compléments techniques. Après, sachez quand même que vous avez ce qu'on appelle à disposition, hein, frp.sedge.fr, c'est un Wikimil qui existe. Le Wikimil il est complètement accessible. Alors peut-être que les personnes qui sont un peu curieuses pourront aller sur l'aide technique ici et trouver ici sur ces éléments-là en allant sur le site. Il va vous renvoyer directement là sur ce site-là et vous avez peut-être des informations qui sont libres, en libre accès. C'est un wiki, donc c'est vraiment pour tous nos clients. Et version par version, vous avez, vous voyez, la version 9, on parle déjà, j'en ai 9, 10, on prépare déjà la suite. Et peut-être qu'on pourra trouver, que cette personne pourra trouver, notamment sur les applications HTML. Vous voyez, d'ailleurs, c'est le cas, hein, il y a des explications sur les applications HTML qui sont disponibles. Donc, ça, c'est déjà une première source d'information. Ne négligez pas cette donnée là qui est publique, hein, frp.sedge.fr, qui existe depuis de nombreuses années maintenant, et qui est alimentée directement par nos développeurs. On a encore une autre petite question. Le connecteur Data Connect est-il intégré en natif à Sedge FRP 1000? Le connecteur Data Connect, c'est quoi?
J'ai pas parlé de connecteur Data Connect. Alors, j'ai parlé de connecteur quand j'ai parlé de Celgelofi Cache. Peut-être que c'est ça auquel la personne fait allusion. Et j'ai parlé de SageBI Reporting. Donc, il faudrait préciser la question. Alors, SageBI Reporting, voilà, c'est connecté, oui, en standard à la compta, à FRP 1000 à partir de la version 9. Alors, voilà, vous décidez hein, ou pas de prendre cette option-là, mais on le connecte en standard, oui. Connecté en standard, je ne sais pas si c'est ça dont il s'agit. Donc, c'est un outil quand même qui est intégré à Excel, mais qui se connecte. Et puis, j'ai parlé de connecteurs quand j'ai parlé de cette fonction Elofi Cache, avec des connecteurs qui vont interroger des informations sur l'assurance crédit, sur le recouvrement. Mais à part ça, Data Connect, je n'ai pas employé ce terme-là. Donc, je ne sais pas si la personne peut préciser sa question. Oui. Oui, bonjour, c'est M. Agne. En fait, c'est moi qui ai posé la question. Oui. Le connecteur Data Connect, c'est un automate, en fait, je pense, qui a été développé par Roleup, qui permet aujourd'hui aux équipes comptables de pouvoir interagir directement à partir de Sage 1000 avec les applications métiers. Comme vous l'avez dit au début de vos propos, je pense qu'aujourd'hui, Sage 1000 a la possibilité de s'interfacer avec des applications clientes métiers. Aujourd'hui, en termes de connecteurs, je souhaiterais savoir si aujourd'hui, est-ce que le Data Connect est utilisé en natif par Sage 1000 ou est-ce qu'on doit l'acquérir à part? Ouais, il faut l'acquérir à part. Pour moi, c'est à part. Oui. C'est à part pour moi si c'est Oleap. Vous parlez d'Oleap qui a développé ça. Moi, j'ai pas connaissance d'un connecteur particulier. En tout cas, dans FRP 1000, alors je suis allé vite, mais je vous ai montré le Wiki 1000 qui existe. On a des API, on a des API qui permettent de se connecter à un web service avec d'autres applications. Hein. C'est courant, de le faire. Et on a sur, j'ai pas retrouvé FRP, j'ai pas retrouvé mon site. On va retrouver donc. Oui. Juste si on peut avoir la liste des API utilisées par Sage 1000. Eh ben, écoutez, il faut mieux aller sur le site parce qu'en fait, on n'a pas de liste finie. Je pense qu'on s'adapte avec toutes les types d'API. Et donc, sur ce site-là que vous avez, je vous invite à aller voir comment ça fonctionne, sachant que c'est très ouvert puisqu'on peut créer nos propres web services et donc aussi bien en lecture qu'en écriture, consommer des web services, mettre à disposition des web services. Et là, j'avoue que je suis un peu limité, moi, techniquement, pour vous répondre. En tout cas, je sais que même sur le site, il n'y a pas forcément la liste d'API, mais il y a voilà, des fonctions. Voilà, c'est vraiment pour moi des choses que je ne maîtrise pas sur ces aspects-là. S'il y a un complément d'information, on peut prendre rendez-vous si vous le souhaitez. On peut prendre rendez-vous pour un complément d'information si vous avez une liste à nous soumettre, à vérifier. On saura le faire. Merci. On a une dernière petite question, Pierre, si on a le temps. Oui. L'édition des états financiers est-elle faisable sans problème en mode Cisco ODA? Oui, il y a l'outil qui s'appelle le CF, qui a une version OADA révisée, hein, si je ne me trompe pas. Il me semble qu'elle est disponible depuis déjà plusieurs mois. Et donc, on récupère la balance d'FRP 1000 et on alimente cet outil, qui est un outil commun à Sage, hein, c'est le même outil pour tout le monde chez Sage, qui a une version Cisco ADA révisée. Cyril, tu confirmes, hein, s'il te plaît? Oui, il y a eu un travail qui a été fait avec un certain nombre d'experts comptables référents dans les différents pays avec Sage, qui nous a permis d'adapter l'alias fiscal aux dernières normes locales Cisco ADA. Donc voilà, là, je pense qu'il n'y a plus d'autres questions. Eh ben, même s'il y a des questions qui viennent après, eh bien, voilà, vous nous les transmettrez. On y répondra bien évidemment par mail dans les jours qui viennent. Moi, je vous
j'enverrai à Osiris et Ninfor le document qui m'a servi de support. Comme ça, vous pourrez revenir à tête reposée parce que ça fait beaucoup d'informations à digérer et qui vous seront communiquées. Et en tout cas, on vous remercie à tous d'avoir participé à ce webinaire avec nous. Oui, merci beaucoup. Vous étiez nombreux, j'ai cru comprendre parce que j'ai regardé un peu la liste des participants. Il y a beaucoup de monde, donc merci à tous. Et meilleurs vœux, je n'ai pas souhaité mes vœux au début, mais je le fais à la fin. Meilleurs vœux 2021. Et bonne journée à tous. En tout cas, vraiment, merci beaucoup à tous. Et je pense qu'on va vous contacter. Très bien. Merci beaucoup et bonne journée. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Bonne fin de journée. Je mets fin au partage et je quitte la réunion. Merci à tous. Au revoir.